Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Toutu. Donc Jean-Philippe Toutu est docteur en psychologie sociale. Il dirige un cabinet de conseil et de formation. Il est aussi enseignant à l'université de Toulouse, où vous dirigez, Monsieur Toutu, un DU qualité de vie au travail. Vous m'avez dit que c'était le seul qui existe en France. Voilà, donc avis à ceux qui seraient intéressés. Vous avez publié un ouvrage intitulé « Manager l'éthique en établissement social et médico-social ». Donc c'est aussi un de vos axes de recherche important qui nous rejoint aussi. Ce sera pour le prochain colloque, peut-être. Mais aujourd'hui, donc, vous allez nous parler de la démarche qualité de vie au travail dans les établissements, qui est évidemment un levier important pour mettre en œuvre tout ce qu'on a pu évoquer dans la transformation de l'offre et puis dans le contexte actuel où on est confronté à un certain nombre de difficultés. Voilà, donc vous allez nous donner un éclairage important pour, dans le thème de l'après-midi qui est « Regard vers demain ». Et donc ça va nous aider à nous projeter certainement vers demain. Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie de votre accueil. Je me sens très flatté par votre invitation. Très honoré d'être avec vous. Je ne connais pas beaucoup le polyhandicap, sinon pas du tout. Mais dans une vie antérieure, j'étais psychologue clinicien dans un CMPP et puis dans un IME. Je vais vous donner quelques idées sur la question. Après, j'ai mal tourné. J'ai fait de la psychosociologie des organisations. Et je suis revenu dans les établissements où j'ai exercé comme clinicien, mais avec le regard du psychosociologue. Vous voyez, donc j'ai croisé l'approche clinique avec les approches gestionnaires ou en tout cas systémiques. Ce qui m'a amené à m'intéresser assez rapidement aux questions de prévention des risques pour le personnel, de prévention des risques psychosociaux, aux questions liées à l'éthique et au sens, et puis depuis quelques années singulièrement aux questions liées à la qualité de vie au travail. Et c'est de cela dont je vais vous parler pendant un petit moment, puis je serai à votre disposition pour un échange ensuite. Je vous propose, par rapport à ce que j'ai écouté tout à l'heure, de faire un petit pas de côté, à côté, mais évidemment pour les enfants et les adultes dont nous nous occupons, dont vous vous occupez dans vos institutions. Et on va s'intéresser plutôt au personnel et aux professionnels et à la façon de les aider à faire bien leur travail au sein d'institutions à renouveler. Alors, je ne pourrai pas vous dire tout ce que j'ai à vous dire en une demi-heure. Donc je vous renvoie à des lectures, singulièrement tout ce que je vais vous dire est extrait de mon dernier livre qui s'appelle « La qualité de vie au travail dans les établissements médico-sociaux ». Si ça vous intéresse, vous pourrez y trouver des prolongements à nos échanges. Alors, quelques énoncés de base à propos de qualité de vie au travail, parce qu'on raconte tout et n'importe quoi, n'est-ce pas? Derrière ce vocabulaire, on y met absolument tout. Or, il faut y mettre des choses très techniques et précises pour que ça soit efficace et que ça marche. Pas de qualité de soins, pas de qualité de l'accompagnement dont vous avez parlé pendant ce colloque, sans attention portée à l'organisation du travail et sans attention portée aux professionnels. C'est de ça dont s'occupe la qualité de vie au travail. Citation pour introduire le débat, citation d'Yves Clos, le patron de la chaire de psychosociologie au CNAM. La qualité du travail, celle que l'on produit, la qualité du travail, c'est le chaînon manquant entre la santé des travailleurs et la performance collective. C'est une formule, bien sûr, il faut rentrer dans le détail de ce que c'est que la santé des travailleurs et la performance collective. Mais au moins, on a quelques formules un peu frappantes. Et puis, un troisième point que je voulais vous rappeler de suite, tant que j'ai votre attention encore,
c'est que les circonstances au travail sont une chose, les réglementations, par exemple, les contraintes, etc., institutionnelles. La façon de les vivre et la façon d'en tirer un profit, c'est autre chose. Les circonstances, disons, ne sont jamais les seules à provoquer un effet sur les professionnels. Il y a la façon dont les professionnels signifient ce qu'ils vivent. De la même façon que lorsqu'on parle de sens au travail, il n'existe pas de sens à découvrir dans le travail. Le sens se construit et se fabrique. Il y a donc une part active en permanence, du moins c'est ce que je défends, une part active du sujet du travailleur dans ce qu'il fait de ces circonstances, dans le sens qu'il construit à partir de ces interrelations et à partir des systèmes. Mais on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Qualité de vie au travail nous renvoie à qu'est-ce que nous avons au centre de nos préoccupations. Je reprends le terme au centre parce que la loi du 2 janvier 2002 avait situé le patient, l'usager au centre des préoccupations. Mais si l'on s'intéresse à la qualité des prestations au centre, là on aura plutôt tendance à s'intéresser au système d'évaluation, de certification, au référentiel de l'HAS, au manuel qui vient de sortir le mois dernier, ou encore à la démarche qualité. Tout ceci, c'est si l'on s'intéresse à la qualité des prestations. Si l'on s'intéresse aux évolutions du secteur, et je pense que vous en avez abondamment parlé, on parlera de politique institutionnelle, d'adaptation, éventuellement de lutte syndicale ou autre. Mais si l'on s'intéresse au travail, si l'on a comme préoccupation le travail et l'organisation, eh bien là, on parlera de qualité de vie au travail. Et plus récemment, depuis quelques mois, de qualité de vie et des conditions de travail. Vous voyez, j'essaie de situer au centre de nos préoccupations le travail et l'organisation, sachant que les préoccupations liées à l'usager, les préoccupations liées à la qualité de la prestation ou à la dimension institutionnelle et politique sont d'autres registres. Alors quand on dit le travail au centre, vous voyez, je ne vais pas en progressant, le travail au centre de nos préoccupations. Et là, on va commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Cette question du travail et de l'organisation au centre de nos préoccupations fait suite à, disons, historiquement, toute une décennie, 2 décennies, peut-être 3 décennies, centrées sur la définition du travail comme étant source de souffrance. On parlera du travail qui fait souffrir. Le travail générateur de risques et de souffrance au travail induit dans nos esprits, dans nos pratiques, des attitudes de prévention des risques ou de soins. Et naturellement, ceci fait référence aux risques psychosociaux. Première définition de RPS, risques psychosociaux, et génère des attitudes propices à la santé au travail, ce que l'on appelle la prévention curative, en lien avec les médecines du travail. Si vous voulez, retenez une première définition historique du rapport au travail avait situé, continue à situer le travail comme étant un objet de souffrance, presque ontologiquement. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Hein? Ça nous marque. Depuis les années 2010, vous voyez, c'est pas très vieux, depuis les années 2010, une autre approche est née, puis se développe, et en exponentiel, c'est l'idée que le travail ne serait pas une source de souffrance, ou pas que, mais pourrait être une source d'épanouissement et une source d'efficacité, une source de définition de l'identité personnelle, une source d'amélioration de l'estime de soi. Et, par voie de conséquence, le travail qui s'ensuit sur le terrain est un travail qui va devenir de qualité, dont vont bénéficier, bien entendu, les usagers, les patients et les personnes bénéficiaires. Alors à ce moment-là, on ne parlera plus de RPS en tant que risques psychosociaux. On va parler depuis une dizaine d'années de RPS en tant que ressources psychosociales. C'est-à-dire que le travail va venir apporter des ressources et de l'épanouissement. C'est Yves Clot qui propose de
d'aborder la question des RPS sous l'angle des ressources psychosociales. Une deuxième définition des RPS. Alors tout le travail, ça va être maintenant de savoir comment on va faire pour que le travail dans nos organisations devienne source d'épanouissement et pas source de souffrance au travail. Il n'y a que, là c'est un standard discutable, mais il n'y a que lorsque le travail est épanouissant qu'il va nous procurer les conditions de faire sens. Je vais développer ce point-là si j'ai un petit peu le temps. Retenez de la QVT, si vous ne devez retenir qu'une chose, c'est que la question de la qualité de vie au travail ne peut marcher que sur deux jambes, si vous voulez, avec deux objectifs simultanés. Le premier, c'est le bien-être. Le bien-être des travailleurs au seul centre des préoccupations, non. C'est un des centres de préoccupation, le bien-être. L'autre centre de préoccupation, la deuxième jambe, si vous voulez, c'est la performance de l'établissement. Que vos oreilles ne tremblent pas au terme de performance. Il s'agit de s'entendre sur ce que l'on met derrière performance. La bientraitance est un critère de performance, n'est-ce pas? Mais enfin, on ne peut parler de qualité de vie au travail que si l'on joint les deux objectifs, le bien-être des travailleurs et la performance de l'organisation de travail. Donc tout l'enjeu de la QVT, ça va être de développer les deux ensemble. Si on ne développe que le bien-être des travailleurs, c'est pas mal, mais on est à ce moment-là dans un vecteur de politique sociale. Et on va voir se développer des politiques sociales ou des politiques RH qui font du bien, si vous voulez, mais qui font du bien dans le registre du confort, mais pas en profondeur. Donc quand on met en place des salles de repos, du baby-foot, du yoga, c'est l'image un peu superficielle que l'on a de la QVT. Je ne peux pas dire que ça ne fait pas du bien, si vous voulez, mais c'est un bien superficiel. C'est pas ça qui va faire sens au travail, n'est-ce pas, ou qui va améliorer la qualité des prestations. Ça va peut-être soulager un petit peu, mais bon, on n'est pas dans la QVT en tout cas. Faut être très clair. Bon, mais si on n'a que la performance au centre de nos préoccupations, si vous voulez, on n'a que ça, c'est pas mal. On va s'appuyer sur des ratios, sur des tableaux de bord, sur de la gestion, des grands équilibres. On va chercher le management par le résultat. À la limite, il y a d'autres différentes approches. Il y a le lean management qui va venir aussi améliorer la performance de l'établissement, mais on ne va pas se préoccuper des professionnels si on n'a que cette préoccupation de la performance. Donc, on va essayer avec la qualité de vie au travail d'améliorer ensemble le bien-être et l'épanouissement des salariés et la performance qualitative. Alors on peut dire aussi la performance, si je dis productivité, ça va vous faire réagir, mais en fait des notions telles que la qualité des soins. L'HAS préfère parler de qualité des soins. On peut parler comme ça. Trois visages. Pour parler de la QVT, on est obligé de faire tourner ensemble trois dimensions si l'on veut savoir de quoi il s'agit. Première dimension, c'est une dimension conceptuelle, historique et sociologique. Ça n'est pas de n'importe quoi la préoccupation de la QVT, et ça se dégage d'un certain nombre de choses, et c'est porteur d'une dynamique d'avenir. On n'est pas prêt de s'arrêter en matière de QVT. Bien d'autres choses sont déjà prévues et on sait déjà ce qu'il y aura dans 20 ans, alors qu'on n'est même pas encore à la QVT. Vous voyez, c'est une dynamique d'évolution des organisations que l'on peut déjà anticiper et situer. Mais la QVT, c'est aussi un cadre réglementaire, c'est pour ça que j'ai fait un petit carré bleu. C'est un cadre réglementaire. C'est peut-être une deuxième surprise pour vous, mais la QVT est encadrée par des textes de loi et des textes récents qui viennent de plus en plus définir ce que c'est que la marche des établissements vers la QVT. Heureusement, nous avons des définitions qui sont des définitions cadres, à l'intérieur desquelles on peut s'amuser à faire de sur-mesure. C'est encore possible. Puis, troisième dimension de la QVT, c'est une démarche. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une déclaration d'intention, ce n'est pas de la bonne volonté partagée, la QVT, c'est une démarche projet. C'est une démarche projet systémique dont l'ambition est de transformer les organisations. Parce que, je n'hésite pas à le dire, la vraie démarche QVT, elle vient pour changer les organisations de travail, pour faire une forme de révolution douce à l'intérieur de nos organisations, et pas pour faire du saupoudrage. Pour essayer d'aller un petit peu vite, mais quand même, c'est intéressant de voir comment s'est développée et quand s'est développée la qualité de vie au travail.
C'est un terme qui est apparu en 1950. Ce n'est pas un terme très récent. Hein, et c'est apparu au moment de la reconstruction. L'histoire est belle, mais je suis obligé de la raccourcir. Au moment de la reconstruction des grands chantiers européens après la guerre. Il s'agissait de définir les meilleures organisations de production possibles. Alors on s'est adressé à l'Institut du travail de Londres, au Tavistock Institute, et on a demandé à des chercheurs en 1950 de définir les meilleures organisations possibles pour le présent et pour l'avenir. Et le rapport qui en est sorti s'intitulait « L'organisation de demain, la qualité de vie au travail ». Et ce rapport est intéressant parce qu'il prend le contre-pied total des approches tayloriennes. Les approches de Taylor, vous savez, c'est l'organisation scientifique du travail. Eh bien, les deux chercheurs qui ont mis au point et qui ont développé la première définition de la QVT ont proposé l'organisation participative du travail et non plus l'organisation scientifique. Et tout un ensemble de notions qui vont avec. Hein. Pour Taylor, l'OST, l'organisation scientifique du travail, chacun devait être à sa place et ne faire que le travail défini. Les progressions n'étaient qu'au mérite, et toutes ces sortes de choses. Bon, après 1950, différentes étapes historiques, des rebonds, des dispersions de la notion de QVT. Abraham Maslow, peut-être que vous connaissez ce nom-là, aux États-Unis, s'est beaucoup appuyé sur des approches de la QVT pour définir notamment ces tableaux, ces pyramides, etc. C'est une histoire très intéressante, mais on va la raccourcir. En 1975, après le deuxième choc pétrolier, l'Europe et la France en particulier cherchent un deuxième souffle pour dégager des marges de profit nouvelles. Vous savez, les entreprises sont les branches professionnelles demandent beaucoup de travail de recherche pour pouvoir avoir des filons de développement de marges bénéficiaires. Et dans les années 75, avec le choc pétrolier, eh bien, les équipes de recherche sont mises au travail pour voir dans quelle dimension on pouvait développer des nouvelles voies de profit. Et ce qui s'est dégagé dans les années 75-80 comme voie de profit, c'est la ressource humaine. C'est à partir de ce moment-là qu'on n'a plus parlé de gestion du personnel, mais de gestion des ressources humaines. 4 points de PIB, par exemple, étaient en balance, ce qui est énorme, en s'occupant de la question des ressources humaines. 4 points de PIB, situez-le, c'est 16 jours et demi de travail en moyenne par an et par personne. Imaginez 16 jours et demi de travail en balance par le facteur humain. Donc on a commencé à s'occuper du facteur humain. En Europe, ce n'est pas la QVT d'abord qui va émerger dans les années 80, c'est la question des risques psychosociaux et la question du stress. Donc à partir de 1980, je suis obligé d'aller très vite, découverte de la notion de stress, définition du stress professionnel et définition de l'expression du stress dans les risques psychosociaux. Et on a donc toute une liste de risques psychosociaux qui sont identifiés à partir des années 80, avec comme enjeu quand même la reconnaissance comme maladie professionnelle et le remboursement par la sécurité sociale. Mais également des programmes de réparation des risques psychosociaux dans les entreprises. Dans les années 80 à 2000, on est toujours en France, on est en France maintenant, l'approche des risques s'étoffe, l'approche réglementaire des risques s'étoffe, les modélisations des risques psychosociaux s'étoffent. C'est à ce moment-là que naît l'obligation du document unique des risques professionnels, avec, je le glisse entre parenthèses, le fait que les risques psychosociaux doivent être inscrits dans les DUERP. J'espère que c'est dans toutes vos institutions comme ça. L'obligation de résultats et non pas de moyens en matière de santé des professionnels, avec des programmes de réparation des risques identifiés, de prévention des risques identifiés. Mais vous entendez bien, on est toujours dans une approche du travail qui fait souffrir. Il faut limiter les souffrances au travail et essayer ainsi de dégager un petit peu plus de présentéisme, si vous voulez, et un petit peu moins de congés maladie, etc. On peut dire aussi un petit peu moins de revendications des professionnels. La dimension politique n'est jamais très loin. Bon, la QVT va se construire dans les années 2010
Et en particulier, pour ne pas vous faire un cours de droit, autour de je vous propose de retenir 4 dates et 4 textes fondateurs de la QVT. Le texte fondateur de la QVT est issu de 8 mois de négociations entre partenaires sociaux dans les années 2012 jusque le 19 juin 2013, la publication au journal officiel d'un document extraordinaire qui s'appelle « Vers une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle ». Pourquoi ce texte est extraordinaire ? Eh bien parce qu'il comprend sur 18 pages et 23 articles une vision du monde du travail sur laquelle on continue à s'appuyer aujourd'hui pour développer les démarches QVT. Une vision participative, une vision du bien-être, de l'épanouissement des salariés, mais une vision qui prend en compte les impératifs de gestion, qui prend en compte les dimensions de performance et qui propose de travailler ensemble à la co-construction des établissements et des entreprises. Accord étendu en 2014, ça veut dire qu'il s'impose à toutes les branches professionnelles, y compris à la nôtre. Cette ANI 2013 a été renouvelée par un ANI en 2020. Vous voyez, on est vraiment dans l'actualité. Accord national interprofessionnel, ANI. Ça veut dire un accord entre les partenaires sociaux. Les représentants des organisations patronales, les représentants des organisations syndicales, ensemble, élaborent un texte qui fait loi. La loi santé au travail de 2021, du 2 août 2021, applicable au premier trimestre 2022, on y est, reprend la QVT en l'imposant, en la faisant rentrer dans la loi, donc c'est devenu une obligation, l'obligation de s'intéresser à la QVT, de commencer à mettre en place dans les institutions des démarches de QVT dont on va parler, je vais vous en parler dans un instant. Et puis, je ne peux pas ne pas vous parler du référentiel de l'HAS, 2021. Le manuel HAS qui vient de sortir là, le mois dernier reprend très explicitement un objectif de certification, qui est l'objectif 3.9, avec 3 critères précis, qui fait rentrer en quelque sorte la démarche QVT maintenant dans les obligations de considération dans les projets d'établissement, bien sûr dans les projets associatifs, mais dans le quotidien, avec des visites expertes qui vont se déclencher à partir de la fin de l'année 2022, qui comprendront donc une thématique QVT assez détaillée et qui va être considérée comme un passage obligé dans la gestion des établissements. Qu'est-ce que c'est que la QVT ? Quelle définition on peut en donner ? Je vous propose juste de retenir 2 termes. La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé des actions qui permettent de noter le terme action. La QVT, ce sont des actions de terrain et non pas des déclarations d'intention ou de bons sentiments. Alors ces actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les salariés, on est dans le concret là, les conditions de travail, ça va être les horaires, ça va être l'utilisation des moyens matériels, ça va être les circuits, ça va être la répartition du travail, ça va être toutes sortes de choses comme ça, l'information dans l'établissement. Bon, les conditions de travail, mais en même temps, la performance globale des entreprises. Et par performance, on va voir les questions budgétaires, les questions de réalisme, le principe de réalité, qui fait que l'outil de travail doit être aussi pris en compte dans son intégralité. Donc tout le monde va devoir travailler ensemble. Un deuxième point de l'ANI indique que les conditions de mise en œuvre de la QVT peuvent varier selon les caractéristiques de l'entreprise. Elles évoluent en permanence. Bref, sur le terrain, il n'y aura que du sur-mesure. Et il n'existe pas de référentiel de la QVT applicable à tous les établissements. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a un cadre méthodologique, un cadre notionnel, un cadre juridique, mais après, c'est que du sur-mesure. Chaque établissement va avoir sa propre démarche QVT et son plan d'action. Puisque comme la QVT, ce sont des actions, ce que l'on va viser à la fin, c'est un plan d'action. Et donc ces actions, il faut imaginer dans un établissement standard de moyenne dimension, une dizaine d'actions, mais qui sont des actions tout à fait concrètes, visantes. Alors visant quoi ? Eh bien, visant tous les points qui sont marqués dans l'ANI de 2013, c'est-à-dire l'engagement de tous, c'est-à-dire tout ce qui fait motivation, l'information, les relations de travail,
Alors par relation de travail, il faut entendre le management, mais aussi les relations dans l'équipe. Les relations sociales, il faut entendre le dialogue social avec les représentants du personnel, qui sont l'un des deux partenaires clés de la mise en œuvre des démarches QVT. Tout ce qui concerne l'organisation du travail, le contenu du travail, il s'agit de définition des postes, des emplois, des objectifs, etc. L'environnement physique, c'est toutes les dimensions matérielles, pas simplement le pot de fleurs sur la table ou le bureau, c'est l'utilisation des véhicules, c'est les besoins de l'élève personne, tous les moyens matériels dont on a besoin. La possibilité de réalisation de développement personnel, donc tout ce qui est plan de formation, bien entendu, mais gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ça rentre en plein là-dedans. Réalisation, développement personnel, conciliation, vie professionnelle et vie personnelle, ça c'est un point très important de la QVT. Comment non seulement concilier, mais aujourd'hui articuler la vie personnelle et la vie professionnelle. Les frontières s'atténuent entre le monde professionnel et le monde personnel. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un parler de l'accompagnement qu'elle faisait d'une famille en dehors de ses heures de travail. On peut considérer des débordements de frontières, mais dans l'autre sens aussi. Les enfants du personnel qui viendraient jouer dans l'établissement, ce qui serait chose normale. Bien des temps, pendant le temps de travail, qui seraient consacrés à la vie associative. Mais en contrepartie, on prendrait du travail chez soi. Il y a des frontières qui sont amenées à s'estomper complètement. Tout ceci dans le cadre de la définition de l'épanouissement que donnent les salariés d'eux-mêmes. Et puis enfin, le respect de l'égalité professionnelle. La QVT est proprement républicaine, sous l'angle liberté, égalité, fraternité, mais sous l'angle de l'égalité principalement, puisque la QVT combat toutes les discriminations, bien sûr les discriminations femmes-hommes, mais toutes les formes de discrimination que l'on retrouve dans nos établissements, parfois de façon sournoise. Les anciens par rapport aux nouveaux. Ceux qui préfèrent avoir les tâches plus nobles que les tâches plus difficiles. Ceux qui sont en CDI par rapport aux remplaçants, etc. Toutes ces formes de discrimination sont attaquées frontalement par les démarches QVT. L'ANI 2020, et je vous passe là-dessus, l'ANI 2020 vient rajouter à cet ensemble déjà important de points traités par la QVT, vient y rajouter la prévention des risques, la santé au travail et les risques psychosociaux qui maintenant peuvent rentrer dans le cadre d'une démarche QVCT sous condition. Deux choses à retenir aussi, encore on aura fini sur la partie juridique, deux choses importantes. L'article 12 de l'ANI indique que les salariés doivent pouvoir s'exprimer sur leur travail et que c'est même l'un des vecteurs les plus importants pour identifier de quelle façon l'épanouissement au travail peut se construire. Je vous ai dit que le sens se construisait, oui, mais pas n'importe comment. Il faut donc des dispositifs qui vont favoriser la construction du sens. Et l'article 12 indique que, par exemple, les espaces de discussion sur le travail vont être des lieux et des dispositions transitionnelles, pour ceux qui se réfèrent, par exemple, à Winnicott. Ce sont des espaces de transition, mais dans lesquels on va pouvoir travailler les transitions institutionnelles, les modifications institutionnelles. Oui. Et puis l'article 14 indique qu'on ne peut pas faire de démarche QVT sans démarrer par un diagnostic. Il faut commencer par faire un diagnostic, mais pas un audit, pas un diagnostic qualité, un diagnostic QVT, c'est-à-dire centré, toujours pareil, sur ces différents éléments pour voir de quelle façon on a des voies de progrès et sur quel thème on a des voies de progrès. Bon, je vais passer très vite sur ce tableau que vous pourrez toujours retrouver. Deux choses quand même à retenir. Ce qu'est la QVT, c'est lié à un fonctionnement et à un management participatif. Je l'ai mis en gras. Ça veut dire que dans une démarche QVT, on va se donner les moyens d'avancer tous ensemble. Tous ensemble, ça veut dire le management et l'encadrement, les représentants du personnel, les représentants de proximité, les délégués syndicaux, et le personnel. Il y a trois termes qui vont tous ensemble être amenés à changer de posture. Changer de posture, c'est par exemple, pour le management, ne plus considérer que leur rôle en tant que manager, c'est de décider. Leur rôle nouveau, c'est de construire les conditions de la co-décision. On n'est pas dans la co-gestion, on est dans la co-construction des décisions. Et il n'y a plus, le directeur n'est plus le décideur.
petit aparté, il m'arrive de donner des cours en CAFDES par exemple, ou en master de direction. Je fais toujours un petit test. Je dis à quoi assimilez-vous la fonction de direction? Eh bien, très souvent, le mot décideur arrive en premier. Nous sommes des décideurs. Puis vous avez toute une idéologie. Oui, mais qu'est-ce que c'est cette posture-là? Non, le manager, le directeur aujourd'hui, c'est celui qui construit les dispositifs, qui permet les dispositifs pour que la meilleure décision émerge de la rencontre de points de vue différents. Là, ça c'est un vrai manager, je suis capable de faire ça. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Bon, côté syndicat, côté représentant du personnel, quelle est la mutation attendue? La mutation de la QVT, c'est simple. Les représentants du personnel, nos syndicats, ne se représentent plus comme des contre-pouvoirs, ne créent plus des rapports de force. Ils sont l'émanation de l'expression du personnel pour co-construire avec le management, pour co-construire des réalités. Ils apportent de l'information sur des besoins, ils cherchent ensemble à collaborer. Il est très loin de la formule habituelle de l'opposition syndicale. Et quant au personnel, vous pensez que le personnel subit passivement l'évolution? Ben, pas du tout. Dans le fonctionnement participatif de la QVT, le personnel est appelé à non seulement constater les voies de progrès, mais ensuite proposer des solutions, et pas simplement proposer des solutions, mais mettre en jeu les solutions, c'est-à-dire les réaliser. On dit qu'on demande au personnel de passer d'agent à acteur, mais également d'acteur à auteur. Donc ça veut dire qu'on invite le personnel à construire les conditions de la construction du sens à leur niveau, et on va leur donner, dans une certaine mesure, les clés du camion sur certaines actions définies par le plan d'action. La QVT est basée sur une forme de philosophie, que j'ai appelée la petite philosophie de la QVT. On va y passer très vite, mais je crois que vous devez être sensible. Vous êtes des humanistes. Nul ne sait à la place des autres ce qui est bon pour eux. Donc qui pourrait prétendre savoir ce qui est bon pour le personnel? Par exemple, pas le syndicat, pas le management. Et réciproquement, personne ne sait ce qui est bon pour les autres. Moi, je sais à peine ce qui est bon pour moi, et tous les jours, je me pose la question. Alors, pour le savoir, eh bien, il faut poser la question aux professionnels, il faut travailler avec eux sur ce qui est bon pour eux. Nul besoin de croire, mais de faire. C'est-à-dire que la QVT n'est pas un dogme ou une religion, il s'agit de mettre en œuvre des dispositifs méthodologiques et de voir ce qui marche. Et ce qui marche, le maintenir et le développer. Ce qui ne marche pas, le changer ou l'arrêter. C'est de la technique. Personne ne peut obliger quiconque à changer. C'est une autre façon de dire que le changement ne se décrète pas, il se partage. Donc fini les changements qui arrivent d'en haut, qui sont imposés, et qu'on essaye ensuite de mettre en œuvre en convainquant les intéressés. Pour qu'un changement marche, il faut que ça parte de la base. Donc il faut parler avec les intéressés qui vont eux-mêmes co-construire les conditions du changement. Peut-être qu'à la fin, le changement ne sera pas celui qu'on avait défini au départ ailleurs, mais en tout cas, ça sera celui qui va marcher. 1 plus 1 égale 3, c'est encore un succès d'année de Paul Ricoeur, si vous voulez. Je plus tu égale nous, c'est-à-dire que ce que nous créons ensemble, ça n'est pas une négociation, c'est une co-construction. J'apporte mes idées, j'écoute les autres idées, ensemble on se frite un peu, mais il en fait des étincelles, il en sort des étincelles qui créent une nouvelle réalité. C'est pas je te donne un peu, tu m'en donnes un peu, c'est ensemble on va essayer de construire un nouvel établissement. On va mettre en place de nouvelles règles, de nouvelles formes d'organisation, etc. Et puis, j'ai insisté un petit peu tout à l'heure, il s'agit d'enrichir les différents niveaux, les différents domaines de vie. Traditionnellement, on a coutume de dire vie au travail, vie hors travail. Mais les recherches, notamment du laboratoire du CNRS, personnalisation et changements sociaux, ont mis en évidence qu'il existait 3 domaines de vie, qui sont en réalité en discussion et en co-construction. Les 3 domaines de vie, c'est le domaine de vie au travail, c'est le domaine de vie familial et intime, et c'est le domaine de vie associatif, vie sociale. Ces 3 domaines de vie s'enrichissent en termes de circulation d'informations et d'énergie. Le tout, c'est de mettre en place des dispositifs qui vont fonctionner. Dans telle institution, par exemple, on mettra en place des possibilités d'accueil des enfants dans l'institution, des enfants du personnel dans l'institution, pour prendre cet exemple. Mais dans une autre institution, dans un autre établissement, ça ne sera pas envisageable. Par contre, il sera envisageable, parce que je l'ai vu, de faire venir l'entraîneur de foot des enfants du personnel. Pendant 1 heure, ils vont travailler dans l'institution sur la programmation des matchs de foot.
Mais cette heure-là, après, bien entendu, on est au niveau de la performance institutionnelle, il va falloir la rattraper d'une autre façon, autrement. Parce que, hein, mais c'est comme ça que c'est défini dans cette institution au niveau du plan d'action qualité de vie au travail. J'en ai presque fini, on va parler maintenant méthodologie. Attention, par expérience, parce que j'ai accompagné 350 institutions ou associations gestionnaires dans leur démarche au QVT. Tous les établissements ne sont pas toujours prêts immédiatement à mettre en œuvre la QVT. Hein, il va falloir regarder d'abord si les conditions sont réunies. Il faut 6 conditions préalables pour se dire que l'on peut mettre en œuvre la QVT. Légitimité, adhésion, communication, santé, fluidité, stabilité. Je rentrerai dans le détail si vous le voulez. Retenez simplement que dans mon estimation et celle de l'ANACT aujourd'hui en France, un tiers des établissements sont tout de suite prêts, là, immédiatement à lancer la démarche QVT. Un tiers nécessite des consolidations préalables, et puis un tiers ne sont pas prêts du tout. Il va falloir attendre et travailler en profondeur. Je vous donne un exemple simplement. Si une institution est meurtrie par des histoires de risques, de souffrance, ou par des absences totales, des carences de management consécutives à différentes épreuves institutionnelles, ce n'est pas le moment de parler de QVT. Il faut d'abord réparer le minimum avant de se lancer dans la QVT. On ne peut pas marcher la tête dans les étoiles quand on a un caillou dans son soulier. Il faut d'abord commencer à soigner le caillou dans le soulier avant de partir dans les étoiles. Il y a des précautions à prendre. Hein. Voilà. Et ça sera le dernier tableau. La démarche QVT suit une formule méthodologique. C'est trop long de rentrer dans le détail, mais imaginez que c'est une gestion de projet systémique. Une gestion de projet systémique, ça commence par une colonne verte que vous voyez là, la préparation, une ingénierie, donc la mise en place d'un comité de pilotage, une communication avec le personnel, des précautions à prendre avec le conseil d'administration, des précautions à prendre avec les parents, un certain nombre de précautions de terrain. La deuxième phase en bleu, c'est la phase du diagnostic, qui doit être très rigoureux et suivre les objets, les outils et les méthodes d'un diagnostic QVT. Et puis la troisième phase, c'est la réalisation d'un plan d'action, et c'est cela qui nous intéresse, le suivi du plan d'action jusqu'à des expérimentations, puisque la QVT propose de mettre en place, par exemple, des transformations à durée limitée. Exemple, on va changer des plannings, et c'est l'ensemble du personnel, hein, c'est l'ensemble de l'institution qui décide de tenter de mettre en œuvre des plannings nouveaux. Mais comme c'est un peu risqué, je ne sais pas si ça va vraiment marcher, mais tout le monde a envie d'essayer, on va voir. Donc on le met en place sur un temps limité, et à la fin de ce temps-là, on va évaluer si on obtient un bon résultat, c'est-à-dire une meilleure satisfaction, un meilleur bien-être des personnels, mais aussi une efficacité sur le terrain qui s'accroît. Et sur le terrain, on voit donc énormément d'actions auxquelles on n'aurait pas pensé avant, qui permettent d'agir à la fois sur le bien-être des professionnels et en même temps sur la qualité des prestations qui sont proposées. Voilà, j'en termine. Tout mon PowerPoint vous sera diffusé. En tout cas, je vous l'ai adressé, donc vous pourrez y revenir quand vous voulez. Puis j'ai joué une petite bibliothèque non exhaustive, une petite bibliothèque QVT, si vous le souhaitez. Voilà, merci de votre attention. Sur votre disposition. Merci beaucoup pour cet exposé qui nous donne beaucoup de perspectives pour élaborer des plans d'action de qualité de vie au travail. Je pense que dans le contexte actuel, c'est un sujet absolument essentiel. Et donc ça m'amène peut-être une première question pour lancer le débat. Vous avez dit en introduction de vos propos que le vécu des professionnels n'était pas déterminé que par le contexte, mais par le sens qu'ils donnaient à leur travail et aux objectifs qu'ils portaient ensemble. La question que ça me pose, c'est de savoir si vous connaissez bien sûr le contexte dans lequel se trouve le secteur médico-social aujourd'hui, peut-être particulièrement le secteur du polyhandicap aussi, parce que les enjeux pour les personnes accompagnées sont particulièrement importants et graves. Donc ma question, c'est est-ce que vous pensez que dans le contexte où on est,
cette recherche de sens est possible et comment, ou si on se trouve plutôt dans les dernières hypothèses que vous avez évoquées, c'est-à-dire qu'il nous manque quelques déterminants, la stabilité par exemple, pour pouvoir nous lancer dans cette quête aux étoiles que vous avez évoquée. Oui, c'est une question qui sort fréquemment. Et en général, je ne me fais pas des amis avec ma réponse, hein, mais je vais vous dire les choses. Alors, on sait, surtout les psychologues comme moi, les psychosociologues, nous savons que les conditions extérieures ne sont jamais totalement déterminantes sur un vécu ou une représentation, pour le dire simple, des professionnels qui sont concernés. Mais je vais aller jusqu'au bout, hein, parce que il faut entendre tout le raisonnement. Par exemple, vous connaissez comme moi des situations dans lesquelles les personnels ont, dans certains établissements, de très bonnes conditions de travail. Et pourtant, dans ces institutions, on entend des personnels qui se plaignent, qui ne sont pas au top de l'épanouissement personnel, qui ont des souffrances au travail. L'inverse est vrai. Vous connaissez comme moi des situations dans lesquelles les circonstances matérielles sont très dures, et pourtant, nous avons des personnels qui sont présents et qui ne s'estiment pas malheureux. Regardez, pendant la période du Covid, dans certains services de soins, nous avons eu des personnels qui se sont sublimés, qui sont venus travailler des heures, beaucoup plus que leur temps de travail ordinaire. Ils ont puisé dans quoi? Ils ont puisé dans un déterminant qui s'appelle le sens au travail, qui est composé à la fois de dimensions cognitives et de dimensions émotionnelles. Mais ils ont trouvé des ressources nouvelles. Donc les circonstances externes ne sont pas totalement déterminantes sur les individus. Les travailleurs ont une capacité à définir eux-mêmes, à se définir et à ne pas être des sujets passifs des circonstances extérieures. Bon, alors, ça c'est plutôt valorisant pour la dimension créatrice des professionnels. Elle est en permanence disponible. Regardez les travaux de Bruno Bettelheim, pour certains reconnaîtront. Bruno Bettelheim, un psychanalyste célèbre, a été 5 ans dans les camps de concentration de Dachau. Il a écrit un livre remarquable qui s'appelle Le cœur conscient, dans lequel il disait que même dans cette situation carcérale extrême, eh bien, il arrivait à développer des marges d'autonomie, des marges de construction, à tel point que en camp de concentration, il a sauvé plusieurs vies humaines, et la sienne en particulier, en exploitant les marges de liberté qu'il avait. Bon, tout ça pour dire que faire exploser l'idée que les circonstances sont absolument déterminantes sur tout le reste, qu'on ne peut rien faire, par exemple, parce que l'évolution du secteur est de plus en plus contraignante. Je les connais, hein, les évolutions du secteur, hein, les budgets restreints, les désinstitutionnalisations, les contraintes des parcours, etc. Bon, alors, mon raisonnement n'est pas fini. Hein. Par rapport aux contraintes externes, contraintes extérieures, politiques, aux circonstances, il y a à mon avis, mais c'est discutable, il y a 2 attitudes qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre. La première attitude peut consister à lutter contre les circonstances, à se dresser contre les circonstances et à les combattre par la voie syndicale, la voie politique, la voie associative, la voie collective, etc. Mais ça n'est pas exclusif du fait que dans les institutions, il y a des voies d'amélioration aussi internes à l'organisation, et en particulier la mise en place de fonctionnement participatif, la mise en place de co-décision, la mise en place de qualité de vie au travail. C'est-à-dire que, quelles que soient les circonstances externes, vous avez dans les établissements des voies de progrès qui ne sont pas aujourd'hui exploitées. Et de développer les voies de progrès internes aux organisations ne signifie pas qu'on va atténuer notre combativité sur un autre plan. Simplement, ce sont des plans différents. C'est mis en débat. Hein, c'est mis en débat. En tout cas, il n'existe pas de raison de penser, là je ne vais pas me faire des amis, que les contraintes des circonstances, des politiques sociales actuelles entraînent
obligatoirement et systématiquement l'impossibilité de développer au sein des établissements des conduites créatives, positives et le développement du bien-être des salariés et de la performance. Merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce que vous avez des questions pour poursuivre l'échange? Oui, je vais vous donner un micro. Merci. Je voudrais juste, s'il vous plaît, d'abord, votre exposé était particulièrement intéressant, surtout pour on va dire, un thème qui peut apparaître rébarbatif, mais qui a été extrêmement bien présenté. Je vous en remercie. Alors, moi, je me posais la question, alors la QVT par rapport à l'ISO 26000 de la RSE, est-ce qu'elle est inclue dedans? Est-ce qu'elle est en parallèle? J'aimerais bien savoir, s'il vous plaît. Merci. Oui, merci de cette question technique. Il y a une réponse précise. Dans le préambule de l'ANI 2013 qui fonde la QVT, il est écrit explicitement que la QVT est une partie intégrante d'une RSE correctement conçue. Oui, je vous cite à peu près textuellement. Donc ça signifie que lorsqu'on est dans une démarche RSE, de responsabilité sociétale d'établissement, on poursuit 3 objectifs, pour le résumer la norme ISO 26000, 3 objectifs. Un objectif social, un objectif environnemental et un objectif éthique, pour le dire ainsi. Eh bien, l'objectif social est presque entièrement recouvert par la démarche QVT. Une démarche QVT bien construite et bien menée nous couvre 1/3 à peu près de la norme ISO 26000. Mais par contre, la QVT ne traite pas des questions environnementales. Elle est centrée sur le travail, mais elle exclut les préoccupations environnementales. Et la dimension éthique n'est qu'à peine effleurée. Éthique managériale est à peine effleurée dans la QVT. Mais on considère que les démarches QVT sont une progression par rapport aux démarches de prévention des RPS et une préparation aux démarches RSE. À ma connaissance, où j'ai suivi à peu près une centaine de démarches RSE, bon, toute la partie sociale est remplie par une démarche QVT correctement pensée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais juste faire un commentaire. D'abord pour vous remercier parce que l'exposé était extrêmement clair et intéressant. Et vous avez dit une phrase, alors ça m'a beaucoup amusé parce que pour quelqu'un qui prétend ne rien connaître au polyhandicap, vous avez jeté une passerelle absolument formidable avec cette simple phrase que je tiens à souligner. Nul ne sait à la place des autres ce qui est bon pour eux. Et ce qui est vrai dans votre domaine est vrai, puisque ça se rejoint, est vrai dans le nôtre. Et donc, merci beaucoup, parce que c'est en peu de mots exactement ce qu'on tâche de faire. Merci, Madame la Présidente. Peut-être, autrement dit, il y a un effet miroir. Pour ce que nous voulons mettre en œuvre, en tant que professionnels, il ne faut pas occulter qui nous sommes et comment nous travaillons. Et c'est en améliorant qui nous sommes et comment nous travaillons que nous aurons des nouvelles ressources à mettre à disposition des enfants et des adultes. Je me permets d'ailleurs de tirer le fil encore plus loin, puisque c'est un des argumentaires centraux de Denis Piveteau dans son dernier rapport, qui met en relation directe le pouvoir d'agir des personnes accompagnées et le pouvoir d'agir des accompagnants, donc des professionnels. Tout à fait. Dominique Piveteau se base sur les éléments d'autonomie, notamment du personnel, de marge d'initiative à laisser au personnel. C'est un élément clé, notamment dans la prévention de type 3 Murphy, c'est-à-dire la prévention des risques psychosociaux. C'est un élément clé. On allège le poids des risques psychosociaux quand on augmente les dimensions d'autonomie du personnel. C'est une loi qui est constamment prouvée. C'est Robert Karasek, le premier, qui l'a mis en évidence, mais toutes les équipes le montrent. Enfin, toutes les équipes de recherche le démontrent. Plus vous augmentez le pouvoir d'agir
des professionnels, plus vous diminuez l'impression qu'ils ont d'être étouffés par des charges de contraintes, des limites. Alors, Pivotto prend cet exemple-là pour parler de l'effet miroir, en effet, qui est tout à fait exact, des personnels sur leur dimension d'action. Il ne va pas jusqu'à préconiser que les professionnels puissent contribuer à la transformation des organisations dans de très, très nombreux aspects, notamment managériaux. Mais néanmoins, cet effet miroir est bien mis en évidence. Il y a peut-être quelques petites touches chez Denis Pivotto, qui est aussi une question qu'on peut vous poser. Vous avez évoqué les approches participatives, la co-construction. Est-ce qu'il y a des exemples particulièrement intéressants? Enfin, qu'est-ce qu'on appelle une approche participative? C'est un terme qui est devenu très courant, mais comment on peut s'en saisir dans nos établissements? Alors, on pourrait passer des heures sur cette question-là, mais disons qu'on peut considérer qu'il y a un continuum d'attitudes entre le fonctionnement consultatif et le fonctionnement participatif. Mais il ne faut pas se tromper. Ce sont deux extrêmes d'une palette. Je vais prendre un exemple. Dans une présentation que je faisais il n'y a pas très longtemps, une directrice d'établissement m'indique qu'elle pratique le management participatif depuis longtemps. Bon, très bien. Et je lui propose de prendre un exemple. Et elle me dit, chaque fois que j'ai une décision importante à prendre, pas pour le quotidien, mais ça on est bien d'accord, une décision importante, je demande l'avis de mon personnel avant de prendre la décision. Elle appelait ça du management participatif. Alors, c'est mieux de prendre l'avis du personnel plutôt que de fonctionner tout seul, parce que quand on fonctionne tout seul, c'est du vertical. Mais demander l'avis du personnel, c'est du consultatif. Ça n'est pas du participatif. Le consultatif, c'est quand le manager sait ce qu'il a une idée, il a une idée, et il est prêt à l'affiner un petit peu en fonction des avis de ses professionnels. Mais c'est quand même lui qui prend la décision, même s'il accepte qu'elle soit légèrement modifiée. Dans la démarche participative, on peut assimiler participatif et co-constructif. Alors il s'agit de chercher ensemble, sans aucun rapport de force, la meilleure décision à prendre. Ça veut dire que chacun a son idée, elle est légitime, elle est respectable, mais elle doit se confronter aux autres pour créer une idée nouvelle. Et on est dans le management participatif et la co-construction quand ce qui sort de la démarche n'aurait jamais pu être imaginé par une personne seule. Ça, c'est le participatif qui vient créer quelque chose de nouveau. 1 + 1 = 3. C'est ce que nous recherchons. L'intelligence collective, ce n'est pas l'addition de chacune des intelligences. C'est ce que produise la confrontation des intelligences entre elles. Oh, c'est le modèle systémique. Edgar Morin dit qu'un système, c'est la somme des éléments plus démultipliée par la somme des relations entre les éléments. Enfin, on est sur un modèle systémique. Ça n'est pas simple à produire parce que nos mentalités ne sont pas formatées comme ça. Nos éducations, nos écoles de formation d'éduc, de directeurs, etc., ne sont pas formatées comme ça. On nous apprend à être de bons techniciens selon certaines fiches de poste. On ne nous apprend pas qu'on a le droit et même le devoir de mettre son intelligence en confrontation avec les autres pour créer quelque chose. L'établissement à venir, celui qui correspond à la QVT, il est co-construit par l'ensemble des ressources. Il ne correspond pas à un modèle prédéterminé. Moi, j'ai suivi 350 à peu près démarches QVT, il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. C'est ça qui est intéressant. Et on ne sait pas au début ce que ça va donner à la fin. Et tant mieux. Est-ce que vous avez des questions ? J'aimerais savoir si vous avez travaillé sur la question de la place des familles autour de la question de la qualité de vie au travail. Quelle peut être leur implication dans ce travail-là, dans nos institutions,
où c'est parfois difficile de travailler avec les familles déjà autour du sujet qu'est leur enfant. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a peut-être des choses à apprendre et à travailler ensemble. C'est un sujet très délicat, parce qu'on confond deux postures avec les familles. Enfin, je suis parfois un peu direct, je suis obligé de résumer. Hein. Les postures des familles dans les institutions sont soit des collaborateurs, j'ai entendu tout à l'heure, des partenaires des prises en charge, donc proches des équipes dans l'acte, dans le projet, dans la mise en œuvre, dans la réalisation du travail de terrain avec l'enfant. Soit ils peuvent être considérés comme des partenaires de l'institution. Et à ce moment-là, ils rentrent dans la définition organisationnelle, par exemple des horaires, des circuits, de l'information interne, etc. À mon sens, il est difficile qu'ils soient dans les deux espaces en même temps. Parce qu'ils peuvent être à ce moment-là juges et parties, si vous voulez. Et chaque fois qu'on travaille avec des familles dans une démarche QVT, d'abord, c'est pas fréquent, parce que dans les démarches QVT, ce sont surtout les professionnels, leur organisation qui est en jeu. Mais quand on travaille avec des familles, je suis souvent amené à conseiller aux parents qui participent à la démarche de se démarquer et de dire précisément s'ils pensent à leur enfant ou s'ils pensent à l'établissement. Et voilà. Et quand il y a un flou entre les deux postures, ça crée dans la démarche QVT une faiblesse. À un moment donné, moi j'ai assisté à des 4-5 situations dans lesquelles ça coinçait, puis ça pétait. Hein. Entre les professionnels qui voyaient les façons de s'épanouir et d'être efficaces et faire du travail qualitatif, et les familles qui disaient non, vous ne devez pas faire comme ça. Et au bout d'un moment, mais pourquoi tu me dis ça? Ben parce que je pense à mon fils ou à ma fille, etc. Et ça dérive, quoi. Donc délicat, difficile. Hein. Et pour autant, pour ce qui me concerne, je travaille pour une association de parents, donc les parents sont aussi employeurs parfois et ont une responsabilité quelque part quand ils sont au conseil d'administration majoritaire. Ouais. Et dans ce cas-là, merci. Je distingue toujours la gouvernance de la dirigeance. La gouvernance a son rôle à jouer en tant que gouvernance, c'est-à-dire en tant que conseil d'administration, par exemple en définissant l'accord cadre de la QVT, mais en s'en tenant là, et en laissant ensuite les techniques s'occuper de la réalisation dans le cadre de l'accord cadre. Moi, je suis peut-être là un peu de la vieille école, mais je crois que quand chacun sait où il est, alors ça peut très bien marcher dans la discussion. Mais quand on déborde de son rôle, c'est un peu la pagaille. Quand la gouvernance s'occupe de faire du technique, ou quand les techniques s'occupent de faire de la stratégie, on est dans des situations qui sont souvent compliquées, plus que complexes. Par contre, la gouvernance a son rôle à jouer en définissant, je vous ai dit l'accord cadre, en définissant la stratégie, les grands objectifs, les grandes visions de l'établissement. Et là, les parents ont tout leur rôle à jouer dans les conseils d'administration. Mais ensuite, dans la mise en œuvre par le management, la direction et les techniques, là, ils doivent s'effacer pour que les professionnels mettent en œuvre. Là aussi, un point discutable. Hein. Merci beaucoup pour cet éclairage très important. Je pense qu'il ouvre des perspectives d'amélioration, d'augmentation de la qualité de vie au travail, au sens propre du terme. Donc c'est un enjeu évidemment très important aujourd'hui au sein de toutes les transformations auxquelles nous sommes confrontés. Donc un grand merci pour votre intervention. Merci à vous. Merci de votre écoute.